Bonjour à tous, donc je m'appelle Annick, je fais partie de la tendance marxiste internationale. Donc nous sommes une organisation politique marxiste qui est présente dans le monde entier et ici en Belgique, on nous connaît plus sur le nom Vang Révolution, qui est notre journal. Tout le monde entend? Ok, alors je continue. Donc, qui est notre journal. Et un jeudi par mois, nous organisons ce qu'on appelle les jeudis du marxisme. Et donc, il y a une conférence sur un sujet plus théorique ou plus philosophique ou d'actualité que nous débattons, animons tous ensemble, donc une fois par mois. Et je vous parle aussi donc de notre publication Révolution, donc la voici. Donc, c'est la section belge, je ne sais pas si vous voyez, c'est le journal de la section belge, donc de la TMI, et elle se donne comme objectif de renforcer les idées d'un véritable socialisme au sein de la jeunesse et du mouvement ouvrier. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est marxisme versus postmodernisme. Donc, dans cette conférence, Eric vous expliquera pourquoi le postmodernisme est erroné et comment les vieilles idées du marxisme sont bien plus pertinentes. Alors, ça va se passer, ça va durer plus ou moins 1h30 l'événement. Donc, Eric va d'abord nous parler pendant plus ou moins 25 minutes. Après, nous prendrons vos interventions et à la fin, Eric reviendra 10 minutes pour conclure. Voilà, je te cède la parole, Eric. Merci Annick. Merci à tout le monde de participer à cette visioconférence. Pour être honnête, on était un peu débordé par le succès de cette conférence. Et je crois que nous sommes toujours en train de gérer les demandes de participation à cette conférence. Je crois qu'on est on arrive à plus de 150 certainement d'inscriptions. C'est assez paradoxal. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais je vous explique d'abord quelle va être la structure de mon exposé. D'abord, le pourquoi de cette discussion. En deuxième lieu, je voudrais m'attarder sur les traits généraux du postmodernisme. 3, les raisons de son émergence. 4, le rejet des méta-récits versus la théorie marxiste. 5, m'attarder un peu sur Foucault et ses conceptions de pouvoir et de domination. Puis, continuer sur le postmodernisme dans les théories identitaires, en particulier la théorie queer. Et puis conclure, opposer le pessimisme du postmodernisme à l'optimisme de la vision marxiste du monde, pour conclure qu'il est possible de comprendre le monde et il est possible aussi de le changer. Mais nous pensons que le postmodernisme est l'une de ces tendances de la philosophie qu'on peut appeler bourgeoise. Aujourd'hui, cette philosophie, elle est dominante. C'est vrai qu'il faut dire que le postmodernisme est hétérogène, c'est une grande nébuleuse. Et je crois que plein de postmodernistes ou de philosophes postmodernistes seront en difficulté pour donner une véritable définition du postmodernisme. Je crois qu'ils rejetteront aussi même l'idée de philosophie ou postmoderniste. Mais il y a quand même des caractéristiques communes au postmodernisme. Et on peut dire aussi qu'une grande partie des critiques, voire même des attaques du postmodernisme, sont dirigées principalement contre les idées des Lumières et en particulier contre le marxisme. Aujourd'hui, on va aborder le postmodernisme, pas celui qui se manifeste dans la littérature, dans l'architecture, la culture, l'art, mais surtout le postmodernisme qui se manifeste dans la philosophie et le politique. Certains pensent, on a eu cette réaction sur la page Facebook, qu'il s'agit en fait d'un débat d'arrière-garde, d'un débat dépassé. En y réfléchissant, en fait, je peux dire que de certaine façon, c'est vrai. C'est vrai que c'est un débat vieillot. Je crois que le postmodernisme a connu ses heures de gloire dans les années 70, 80, 90, mais
il reste toujours très présent. Il marque de son sceau une véritable prolifération de politiques identitaires, comme on va l'analyser dans cette conférence. Nous organisons aussi cette activité parce que nous sommes convaincus que la lutte contre le capitalisme n'est pas seulement économique, politique et sociale, mais aussi idéologique et philosophique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se conscientisent autour de la lutte contre les oppressions en particulier ne connaissent pas véritablement les bases philosophiques des différentes théories identitaires. Alors, quelles sont les caractéristiques principales, à notre avis, du postmodernisme? Un, c'est le rejet de la possibilité ou même la désirabilité du progrès de l'humanité. Les postmodernes ont développé des thèmes qui rejettent les Lumières. Les Lumières, c'est ce projet intellectuel fondé sur l'idée que la raison humaine pouvait comprendre et contrôler le monde social et naturel. Le rejet de la possibilité du progrès inclut aussi le rejet de la possibilité de la révolution. Foucault dira à un certain moment que la désirabilité de la révolution fait aujourd'hui problème. Vous avez bien compris. La désirabilité de la révolution fait aujourd'hui problème. En fait, Foucault, lorsqu'il dit ça, réduit la révolution à un désir subjectif. C'est d'ailleurs une marque de fabrique du postmodernisme, la subjectivité. Mais pour nous, la révolution est une conséquence inhérente des crises, des multiples crises du capitalisme et de l'antagonisme entre les classes sociales. La crise révolutionnaire est un événement objectif et inévitable des contradictions du capitalisme. L'issue de ces crises révolutionnaires, par contre, naturellement, n'est pas écrite à l'avance, mais dépend de l'action consciente des hommes et des femmes organisés, en particulier de l'intervention d'une organisation révolutionnaire. Ce qui fait que une des caractéristiques aussi du postmodernisme, c'est le fatalisme face aux oppressions, un pessimisme quant à la possibilité de les surmonter de façon fondamentale, voire même un certain cynisme à l'égard des tentatives de changer le monde. Un deuxième trait caractéristique du postmodernisme, c'est le rejet des théories d'ensemble. On y reviendra plus tard. Le troisième caractéristique, c'est le rejet de la possibilité d'une connaissance objective. C'est le rejet de la capacité de décrire le monde tel qu'il est réellement, ou même de l'existence d'un tel monde. Les postmodernistes vous diront facilement « toutes les opinions se valent », qu'il n'y a pas d'idée correcte ni d'idée incorrecte. Pour un éminent postmoderne comme Lyotard, la science est devenue, et je cite, « un jeu de langage parmi d'autres. Désormais, elle ne pouvait revendiquer la suprématie à laquelle elle avait prétendu tout au long du 19e et du 20e siècle. » Le postmodernisme est surtout une philosophie idéaliste. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? On veut dire par cela que les postmodernistes considèrent que la conscience, les idées humaines, sont indépendantes du monde matériel. En fait, pour les postmodernes, le monde matériel n'est pas indépendant de la conscience. Alors que le marxisme est profondément matérialiste, en d'autres termes, pour nous, le monde matériel est le seul monde qui existe et la pensée ou la conscience humaine sont une expression particulière de ce monde matériel et ne peut en être indépendante. Le postmodernisme est une sorte d'idéalisme honteux. Il masque son idéalisme en disant que le monde matériel existe. Oui, il existe. Cependant, tout comme la conscience dépend du monde matériel, ce qu'ils admettent, le monde matériel dépendrait de la conscience. Les deux ne pourraient pas être séparés. C'est une position fondamentalement idéaliste car elle nie l'indépendance du monde matériel. Alors pourquoi le postmodernisme? La raison principale, les raisons principales, au fait, à mon avis, elles sont quatre. Un, il est vrai, la complexité grandissante et en effet impressionnante du monde et beaucoup de philosophes sont dans l'incapacité à le comprendre, à l'appréhender. Une deuxième raison, surtout après la Première Guerre mondiale, ou même après la Seconde Guerre mondiale, c'est la montée de la classe ouvrière et d'idées socialistes et communistes
les idées du progrès, de la science et du matérialisme sont fortement identifiées avec le marxisme. Et dans l'affrontement avec la montée en puissance du mouvement ouvrier, il fallait discréditer le marxisme et donc les idées au centre du socialisme, les idées matérialistes. Une troisième raison, c'est le désenchantement chez les intellectuels de gauche avec les révolutions, et en particulier suite à l'échec de mai 68. Et plus particulièrement en France, et c'est la quatrième raison qui explique l'émergence, à notre avis, du postmodernisme, c'est le contact avec le Parti communiste français, le PCF. Beaucoup des intellectuels ont un passé d'extrême gauche, marxisant, etc., dans l'orbite du PCF. Et réagissent, quand ils critiquent le marxisme, réagissent au marxisme du PCF des années 60 et des années 70, qui est au fait un marxisme ossifié, momifié, rigide, c'est-à-dire du stalinisme. Donc ce qu'ils décrivent, les postmodernistes, quand ils critiquent le marxisme, c'est ce qu'un des premiers postmodernistes importants va décrire de la façon suivante, c'est l'incrédulité à l'égard des méta-récits. Un méta-récit signifie, c'est évidemment leur terme, ce n'est pas le nôtre, il signifie au fait toute idéologie ou théorie qui tente d'expliquer un processus large plutôt que des petits phénomènes isolés. Alors, la base philosophique de leur rejet de la possibilité du progrès réside dans ce rejet de la capacité des humains à comprendre et à expliquer les grands phénomènes. Ils ont un autre mot pour cela, qui est essentialiste. Pour eux, toute théorie est essentialiste si elle affirme comprendre la raison sous-jacente, ou en d'autres termes, l'essence d'un phénomène donné. Ainsi, ils diront que Marx et Engels sont essentialistes lorsqu'ils affirment que l'histoire de toutes les sociétés ayant existé jusqu'à présent est l'histoire des luttes des classes, ou lorsque Marx et Engels soulignent la centralité du développement des forces productives dans la détermination du développement de la société humaine. Ils diront en fait qu'il est très naïf et arrogant de penser que nous pouvons expliquer des phénomènes aussi complexes que la société. Et donc pour eux, le modernisme, en d'autres termes le libéralisme et le marxisme, qu'ils mettent dans le même sac, ont tous deux cette arrogance, cette naïveté de penser que nous avons compris l'histoire et que nous pouvons l'expliquer et que nous savons comment nous allons nous libérer, en particulier du capitalisme. J'admets comprendre pourquoi certaines personnes trouvent cet argument convaincant, car la société est en effet très complexe. Et bien sûr, beaucoup de gens font des mauvaises généralisations et n'étayent pas efficacement leurs généralisations. De nombreuses théories anciennes sur le développement de l'humanité se sont révélées fausses. Et il faut aussi garder à l'esprit que les postmodernes étaient pour la plupart français et que beaucoup d'entre eux étaient dans ou autour du Parti communiste français, qui était complètement stalinien, comme j'ai souligné tout à l'heure, et donc étaient confrontés à une version du marxisme qui n'était pas, à notre avis, la réalité du marxisme, mais une caricature mécanique, grossière du marxisme. Foucault. Foucault est probablement le postmoderniste le plus influent. Et je crois aussi un des plus intelligents. Celui qui a fait le plus de recherches aussi, a rassemblé le plus de faits. Ce que d'autres postmodernistes ont largement oublié. Foucault rejette naturellement les méta-récits, comme les autres postmodernes, mais au lieu de développer une nouvelle théorie sur la nature et la société et la loi de la société, il se consacre à l'étude de l'histoire de l'oppression dans les différentes institutions, comme le système carcéral, la santé mentale, la psychiatrie, et va conclure à un moment donné, et je cite, « Il n'y a donc pas, par rapport au pouvoir, un seul lieu du grand refus. Il n'y a pas d'âme de la révolte, il n'y a pas d'âme de foyer de toutes les rébellions, il n'y a pas de loi pure du révolutionnaire, mais des résistances, j'insiste,
sur la pluralité des résistances, qui sont tous des cas d'espèce. En d'autres termes, Foucault dit que nous n'avons aucune idée de la manière dont l'émancipation pourrait être atteinte, parce qu'il y a juste tellement de types différents de luttes pour la libération. Chacune d'entre elles n'a vraiment rien à voir avec les autres. Foucault est donc le penseur des micro-luttes sans but stratégique. Daniel Ben Saïd, marxiste français, parle du modernisme de Foucault en particulier. Il parle d'une politique sans programme, d'un mouvement sans but, d'un arc tendu et d'une flèche qui ne vise plus aucune cible. 12 minutes écoulées. Merci, Yannick. Foucault est aussi celui qui a réfléchi parmi les postmodernismes le plus sur la question du pouvoir et la domination. Il fait en fait une déclaration assez générale sur la question du pouvoir et la domination. C'est assez contradictoire. On verra souvent des postmodernistes faire des déclarations très générales sur la réalité humaine, en même temps qu'ils rejettent l'idée même de généralisation. C'est une sorte d'auto-contradiction du postmodernisme. À propos des relations du pouvoir, Foucault écrit la chose suivante sur les relations de pouvoir dans la société. Il dit: cela ne veut pas dire qu'il résulte du choix, dans ces relations de pouvoir, ne résulte pas du choix ou de la décision d'un sujet individuel. Ne cherchons pas, dit-il, l'état-major qui préside à sa rationalité, ni la caste qui gouverne, ni les groupes qui contrôlent les appareils de l'État, ni ceux qui prennent les décisions économiques les plus importantes ne gèrent l'ensemble du réseau de pouvoir qui fonctionne dans une société et l'a fait fonctionner. Honnêtement, c'est assez extraordinaire comme constat de la part de Foucault. Il ne faut pas être marxiste pour être d'accord aujourd'hui que ceux qui détiennent le pouvoir économique, le pouvoir, j'insiste sur la question pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires des moyens de production et d'échange, les entreprises, les terres, la machine, les technologies, la propriété intellectuelle, le contrôle des recherches et du développement, les médias, les banques, les institutions financières ont la main mise sur les institutions d'État, c'est-à-dire la police, l'armée, la prison, le système judiciaire, administration, etc., et façonnent de manière décisive les oppressions et l'exploitation. Et c'est grâce à l'accaparement du surplus social qu'ils exercent cette influence décisive sur la société. Cette évidence ne semble pas l'être pour Foucault. Alors, qu'est-ce que le pouvoir pour Foucault? Pour Foucault, le pouvoir, c'est une relation asymétrique qui se situe en dehors des relations de production, ou plutôt avant les relations de production, infiltre tout le corps social. Son concept de pouvoir, il est libre des rapports entre les classes sociales. Donc, sa conception des relations de pouvoir n'autorise par définition pas une lutte généralisée et unifiée, au mieux une résistance partielle. On trouve ce raisonnement dans toutes les philosophies postmodernes. Dans la théorie queer, c'est l'oppression sexuelle qui est mise en avant. Elle est déclarée que l'oppression sexuelle a cette forme parce qu'elle est performative. C'est-à-dire que des personnes agissent d'une certaine manière, jouent un certain rôle. Mais pourquoi est-ce que ces personnes jouent un certain rôle? Est-ce que c'est le produit des conditions matérielles? Cela n'est jamais expliqué. Donc, les postmodernistes considèrent les métarécits, donc les grandes explications d'ensemble, les théories générales, comme quelque chose de très simpliste et naïf, une arrogance. Les gens qui pensent de cette façon-là pensent qu'ils ont toutes les réponses. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font de très mauvaises généralisations et qui sont arrogants. Mais en soi, ça ne rejette pas la possibilité et la nécessité d'avoir des explications générales sur l'origine des oppressions, par exemple. Pour eux, les simplistes, le marxisme est simpliste parce qu'il réduirait tout à la classe, à la lutte des classes.
C'est un réductionnisme de classe, comme il dirait. Il dit que c'est trop simple. Et on prétend qu'à la place, nous devons avoir une philosophie très nuancée, parce que la réalité est extrêmement complexe. Je ne pense pas qu'ils y parviennent eux-mêmes, car leurs propres affirmations sont souvent très simplistes, très répétitives et très mal argumentées. Je voudrais continuer sur la théorie queer. Parce qu'on peut vous dire, mais ok, c'est peut-être juste ce que tu dis là sur le postmodernisme, mais quel est l'impact sur sur les luttes d'aujourd'hui? Eh bien oui, je crois que ça a un impact très réel sur les luttes d'aujourd'hui. Et l'exemple que je vais donner, c'est la théorie queer. La théoricienne de la théorie queer, c'est Judith Butler. On dit aussi d'ailleurs que Foucault est le père de la théorie queer, bien que cette théorie emprunte à plein d'autres penseurs. Judith Butler, sur le genre et la sexualité, dénaturalise le sexe lui-même en tant que catégorie biologique, pour renverser au fait le rapport de dépendance entre le genre et le sexe. Ce n'est plus le genre qui se base sur un sexe biologiquement donné, mais le sexe qui se construit en fonction d'un genre socialement assigné. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la culture, le langage qui construit la sexualité. D'ailleurs, c'est un trait distinctif du postmodernisme. Tout est discours, tout est langage, tout ou presque tout est culture. Donc c'est culture, langage, discours qui façonnent la réalité, qui façonnent les oppressions. Et donc, elle soutient que nous ne pouvons pas dire quelle est la véritable cause sous-jacente de l'oppression sexuelle ou des normes sexuelles que nous avons, et qu'il serait arrogant d'essayer de leur donner une telle réponse. Elle présente le genre, même le sexe, comme une pure construction sociale, en niant tout aspect matériel et biologique. L'étape suivante est de créer en imagination une série presque infinie de genres, parmi lesquels chacun est libre de choisir selon son goût. Quel est le message aux hommes et aux femmes? Et le message de la théorie queer, c'est de dire nous sommes plus ou moins prisonniers, prisonnières des structures de pouvoir qui ont défini notre identité d'hommes et de femmes. Nous ne pourrons jamais changer ces structures à grande échelle. Nous ne pourrons peut-être jamais nous en échapper. Tout ce que nous pouvons espérer faire, c'est de trouver des espaces au sein des structures de pouvoir pour les parodier, pour s'en moquer, pour les transgresser par la parole. Ainsi, la politique verbale, symbolique, en plus d'être proposée comme un type de politique réelle, est considérée comme la seule politique réellement possible. Et dans ce sens-là, les théories queer ou les théories identitaires qui se basent sur les préceptes philosophiques du postmodernisme, qui est surtout une forme d'idéalisme subjectif qui renverse le rapport entre réalité matérielle et la pensée humaine, fait qu'elles sont dans l'impasse quand il s'agit de répondre, pas seulement aux origines des oppressions, ici en particulier les oppressions sexuelles et les oppressions de genre, mais surtout, elles n'offrent pas de porte de sortie. Donc c'est une théorie fataliste et pessimiste. Alors, nous, pour éviter de mauvais procès, dans la discussion tout à l'heure, nous ne nions pas qu'en plus de mâles et femelles, il existe des formes intermédiaires qui sont connues de longue date dans l'Amérique précolombienne. De telles personnes étaient considérées comme un groupe social à part entière et traitées avec respect. La science moderne permet aux gens de changer de sexe. Cela doit être, à notre avis, accessible à tous ceux et à toutes celles qui en ont besoin. Il va sans dire que nous sommes opposés à toute forme de discrimination et d'intolérance à l'égard des transgenres. De même, nous n'avons pas d'objection au fait que les gens s'identifient comme ils le souhaitent. Néanmoins, présenter cela comme un moyen de changer la société mène à l'idée, très pratique d'ailleurs pour la classe dirigeante, pour ceux qui nous oppriment véritablement, que l'émancipation est purement une question de choix personnel, de mode de vie et de langage. 20 minutes, Eric. On peut voir les effets négatifs de ce genre de choses
dans les horribles divisions et des luttes acharnées qui opposent certaines féministes radicales à certains militants pour les droits des transgenres. De tels conflits ne peuvent, par le moins du monde, contribuer à la lutte contre les oppressions. Certains pourront nous le reprocher, mais à notre avis, ces théories sont profondément réactionnaires et doivent être combattues. Pour conclure, on croit qu'on ne peut pas espérer combattre l'oppression avec une attitude pessimiste, fataliste, avec des micro-luttes, avec des luttes linguistiques, avec simplement des changements de comportement individuel ou de petits groupes. En fait, je pense qu'il est assez malhonnête et irresponsable de consacrer toute sa philosophie à la discussion et à l'étude de l'oppression sous toutes ses formes, mais de nier ensuite la capacité de la comprendre et surtout de nier qu'il est possible d'y remédier de façon fondamentale. Que le seul avenir des luttes contre les oppressions sont les micro-luttes, les micro-révoltes, les micro-révolutions, sans but, sans stratégie, sans points cardinaux. Pour les révolutionnaires que nous sommes, ou toute personne sérieusement intéressée à mettre fin à l'oppression et à émanciper l'humanité, le marxisme est indispensable parce que notre optimisme n'est pas arbitraire, mais il est basé sur un matérialisme approfondi et une méthode matérialiste. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la science, en effet, crée les conditions pour qu'aujourd'hui, plus personne ne meure de faim, que plus personne ne doive mourir d'une maladie inutile, ou que plus personne ne doit vivre sans maison, sans eau, sans électricité, ou puisse vivre sans pollution. Et aussi, en tant que classe, car nous faisons partie d'une classe sociale déterminée, la classe ouvrière, le salariat dans le sens large du terme, nous nous sommes levés à maintes reprises pour lutter contre le capitalisme et pour défier ce système capitaliste dans son ensemble. Et aujourd'hui aussi, lorsque quelqu'un nous reproche, et de certaines façons, c'est juste de mener un combat d'arrière-garde contre le postmodernisme, il ou elle a raison, parce que les mouvements, ne serait-ce que ces dernières années, je pense au mouvement Black Lives Matter, je pense à toute une série d'autres mouvements aujourd'hui dans le monde, ce sont des mouvements d'ensemble qui rejettent la totalité du système, qui ne se limitent pas à une micro-lutte ou une micro-révolte, qui ne veulent pas simplement se limiter à un changement dans les rapports individuels, mais veulent changer tout le système. C'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui, et c'est ça qui va faire reculer aussi le postmodernisme à l'aide, naturellement, de combats théoriques et philosophiques, idéologiques que nous voulons mener. Donc, je crois que nous devons avoir une confiance dans notre capacité à comprendre les choses et à changer le monde pour le mieux. Mais aussi, le marxisme nous donne la possibilité de comprendre le système économique, de comprendre les systèmes d'oppression, de faire le lien entre les différentes oppressions et de mener un combat global contre le capitalisme. Certains disent, non, ne faites pas ça, n'essayez pas de changer la société. Certains postmodernes disent, oui, une pensée totalisante, c'est une pensée totalitaire. N'allez pas plus loin, n'essayez pas de changer globalement la société. Limitez-vous à vos micro-luttes, à vos micro-combats, à vos micro-révolutions, au changement de discours. N'essayez pas de le faire. Ils nous disent, c'est dangereux si vous le faites. Eh bien, nous disons que ce n'est pas dangereux du tout, que c'est le seul avenir de l'humanité, que ceux qui nous donnent ces conseils nous donnent des très mauvais conseils, et que la seule chose que nous avons à perdre, à faire cette tentative collective et organisée de changement de société, ce sont nos chaînes, ces multiples chaînes, économiques, financières, psychologiques, toutes nos oppressions, c'est tout ça qu'on a à perdre. Et on a un monde à gagner. Merci. Merci Eric. Donc maintenant, place aux interventions.
Alors, j'ai une demande de Mathis. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler des politiques identitaires et plus particulièrement de la théorie des privilèges. Donc qui prend en fait racine dans le postmodernisme. Cette théorie, ben, elle consiste en fait à dire que les personnes qui ne subissent pas une oppression, euh, par exemple les blancs pour l'oppression raciste ou les hommes pour l'oppression sexiste, ben, tirent des privilèges de cette oppression. Un privilège, selon cette théorie, c'est un avantage non mérité qui peut être inconscient et non voulu, mais que l'on reçoit du fait qu'une autre partie de la population subit une oppression. En d'autres mots, les non concernés, comme ils sont appelés par cette théorie, ont un intérêt objectif, matériel, au maintien des oppressions. Et à cause de cette situation, eh bien, les non concernés ne peuvent seulement avoir qu'une place d'allié dans les luttes. Être allié, ça signifie évidemment reconnaître ses privilèges, mais aussi ne pas se mettre en avant lors des moments de lutte et ne pas intervenir dans les débats organisationnels et parfois théoriques sur ces questions. Alors cette conception, eh bien, elle pose plusieurs problèmes, que ce soit pour nous, les marxistes, ou pour la lutte contre les oppressions de manière générale. En effet, les non-concernés ayant un intérêt au maintien de ces oppressions, l'alliance entre les concernés et les non-concernés dans la lutte contre ces oppressions ne tient que sur la bonne moralité des non-concernés. Ne tient que parce que les Blancs sont bons moralement. Et donc, selon cette théorie, et donc les non-concernés ne peuvent... Enfin, et donc, les non-concernés ne peuvent pas avoir confiance en fait dans leurs alliés. Comment est-ce qu'ils pourraient savoir jusqu'où sont prêts à aller leurs alliés s'ils ont un intérêt au maintien des oppressions? Et c'est ici qu'on voit en fait que cette théorie est en fait idéaliste, c'est que finalement elle ne tient que sur la bonne moralité des non-concernés. Et je pense que beaucoup d'intersectionnels et beaucoup de personnes qui défendent les théories identitaires ou la théorie des privilèges sont des personnes qui sont honnêtes, qui veulent vraiment lutter contre les oppressions et qui cherchent la convergence des luttes, honnêtement. Mais ce qui se passe, c'est qu'une théorie qui finalement euh, une théorie qui se base sur finalement des intérêts contradictoires, sur une alliance entre des personnes qui ont des intérêts contradictoires, ne permet pas finalement la convergence des luttes. Alors, évidemment, si ces privilèges existent vraiment, ça poserait un vrai problème aux luttes. Et donc la question maintenant qu'on va se poser, c'est est-ce que ces privilèges existent? Alors j'ai un temps assez limité, donc je vais juste prendre un exemple, et puis je vous invite aussi à lire nos articles sur la question. Mais donc l'exemple, c'est le lien entre le racisme, les salaires et la concurrence. Donc dans les années 70, il y a un économiste, Michael Reich, qui a comparé les différences de revenus entre les Noirs et les Blancs, ainsi que les différences de revenus entre les Blancs eux-mêmes. Et il montre qu'en fait, plus la différence de revenus est grande entre les Noirs et les Blancs, plus les salaires des travailleurs blancs seront bas et plus les revenus des capitalistes seront hauts. Et ce résultat, en fait, il est assez logique. Les salaires des Noirs étant plus bas, les capitalistes peuvent détricoter le marché du travail et faire pression sur les salaires des travailleurs blancs. Donc cet exemple, il montre que les travailleurs blancs n'ont pas intérêt au racisme. Ils ont même en fait un intérêt à lutter contre le racisme et pour que les travailleurs non blancs puissent travailler avec les mêmes salaires et les mêmes conditions qu'eux. Alors certains pourraient rétorquer que les travailleurs blancs ont un avantage dans la concurrence, pour un travail, pour un logement, et que donc ils sont privilégiés sur ce terrain-là. Et je pense qu'ici on peut critiquer cet argument sur deux points. Donc le racisme, c'est un fait, divise la classe ouvrière. Et donc sans racisme, on aurait un mouvement ouvrier qui serait en fait beaucoup plus fort et qui pourrait donc plus facilement obtenir une diminution du temps de travail, la construction massive de logements publics, etc. et qui réduirait finalement à rien la concurrence. À rien la concurrence pour tous les travailleurs, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur couleur de peau. Minute. Ouais. Et puis même si un tel avantage existait, il ne développe pas en fait un intérêt contradictoire entre les blancs et les non-blancs, hein, parce que tous subissent le régime de la concurrence et par conséquent ont des intérêts communs à sa disparition, à travers de mesures comme, je l'ai dit, comme la diminution du temps de travail ou la construction massive de logements sociaux et publics. Alors je vais conclure rapidement avec la question de la convergence des luttes. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir la convergence des luttes? Comment on obtient l'unité de la classe ouvrière? La convergence des luttes, on le voit, elle n'est pas automatique, hein, et elle dépasse en fait largement la question des oppressions. Comment est-ce qu'on fait pour unir des travailleurs qui vivent dans des conditions très différentes, que ce soit un ouvrier, comment on fait pour unir un ouvrier d'usine au Bangladesh et un professeur du secondaire ici en Belgique? Cette question, en fait, il faut répondre d'un point de vue matérialiste, hein. La convergence des luttes, elle n'est possible que sur la base d'intérêts communs, et donc à travers un programme qui unit l'ensemble de la classe ouvrière, à travers un programme qui met en avant les intérêts les plus généraux de la classe ouvrière, qui permet de mobiliser l'ensemble des opprimés. Et le seul programme qui permette ceci, eh bien, en tout cas c'est celui qu'on défend, c'est le programme socialiste révolutionnaire.
Merci Mathis. J'ai oublié de préciser que comme nous sommes très nombreux, pour prendre un maximum d'interventions, on limite à 3 minutes par personne. Ceux qui veulent intervenir, envoyez-moi un petit message sur la discussion et comme ça, je vous donnerai la parole. Donc maintenant, je cède la parole à Nico. Bonsoir à tous. Alors, moi, je vais parler du cas, en fait, du professeur Adolf Reed aux États-Unis. Adolf Reed, c'est un professeur afro-américain de la Nouvelle-Orléans. Il a, par le passé, organisé les Noirs des couches les plus pauvres, ainsi que les soldats anti-guerre à la fin des années 60. Il est ensuite devenu un professeur socialiste émérite parmi 3 universités prestigieuses aux États-Unis. Alors, le professeur Reed est un socialiste. Il a fait campagne pour Bernie Sanders et il est très critique envers la politique de Barack Obama. Il le décrit comme un néolibéral dont les politiques vont du vide à la répression. Alors, en 2020, le professeur Reed a été invité pour s'adresser au Democratic Socialist of America de la branche de New York. Il s'agit de la branche des DSA, des Democratic Socialist of America, la plus grande du pays, et qui a donné naissance notamment à toute une génération d'activistes de gauche aux États-Unis comme Alexandria Ocasio-Cortez. Alors, durant cette conférence, il avait décidé d'aborder sa critique des positions de la gauche qui, selon lui, s'était trop concentrée sur l'impact plus dévastateur du Covid-19 sur les Noirs et sapait l'organisation multiraciale des socialistes. Et donc, il soutient que, en fait, c'est une organisation multiraciale uniquement qui est la clé pour obtenir des victoires dans les domaines de la santé et de la justice économique. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, son auditoire était surpris, et puis peu à peu, la colère est montée parmi les militants du DSA qui ont commencé à interpeller le professeur, et ils n'ont plus voulu le laisser parler. Les militants l'ont traité de réactionnaire et d'essentialiste de classe. Finalement, la conférence Zoom a dû être interrompue. Et alors, voilà, pour revenir sur cette décision d'interrompre cette conférence Zoom, cette mise sous silence du professeur Reed arrive à un moment où, aux États-Unis, il y a un grand débat qui prend place sur le rôle de la race, du racisme de la police, de l'injustice au niveau des soins de santé, des médias, des entreprises. Un moment marquant où l'organisation socialiste la plus puissante des États-Unis a rejeté un professeur marxiste noir à cause de son opinion sur les politiques identitaires. Alors, Reed, il a l'expérience de 50 ans de lutte à son actif. Il soutient que le refus du débat est malsain pour cette organisation, d'une part, mais en plus, au cours de son parcours, il est arrivé à la conclusion que nous partageons aussi à la TMI, que les plus longues et les plus grandes victoires ont été obtenues lorsque la classe ouvrière et les pauvres de toutes les races ont mené la lutte ensemble, épaule contre épaule, pour conquérir les droits. Reed soutient qu'il ne s'agit en aucun cas de minimiser le racisme. Cependant, la pauvreté, l'inégalité, les violences policières affectent aussi beaucoup de blancs pauvres de la classe ouvrière aux États-Unis. Les mouvements progressifs les plus puissants prennent en général racine dans la lutte pour des programmes universels, par exemple l'éducation gratuite, l'augmentation du salaire minimum, la gratuité et le refinancement des soins de santé devraient bénéficier à tous. Donc, se concentrer sur la race, selon lui, risque de diviser. Sa critique, c'est que se concentrer sur la race risque de diviser une coalition potentiellement puissante et faire le jeu des conservateurs. Et donc, il y a dans cette pensée une obsession pour la race et un essentialisme de celle-ci qui nuit vraiment à la lutte en sapant le rapport de force que la classe ouvrière peut opposer à la classe dominante. Et alors, bon, ces batailles, évidemment, ces questions ne sont pas nouvelles, elles ont déjà été abordées dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis et aussi pour le Black Power dans les années 60. Et donc voilà, ici, en fait, ce que je veux dire, c'est que sans être directement un développement post-modernisme, en fait, cette question de la race, la question identitaire, cet essentialisme de la question identitaire
tire en fait, prend ses racines déjà au départ dans l'aspect individualisant de la philosophie postmoderniste, dans cet aspect subjectif que Eric a souligné pendant sa présentation. Ok, donc voilà. Le temps est terminé, Nico. Tu as fini? Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a Ledos qui a demandé la parole. Alors, c'est à toi. Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, moi, je voulais intervenir sur le fait que la question de la race, justement, la question du racisme, j'ai un peu l'impression que dans votre discours, elle est résumée, en fait, à du postmodernisme, ce qui n'est pas du tout vrai, en fait. Ce qui n'est pas du tout vrai, parce que la question de la race, justement, elle a été étudiée, elle a été théorisée, et je pense à des auteurs comme Sadr Khari, qui ont écrit justement avec une inspiration marxiste, mais qui ont montré, en fait, par leurs écrits, que Marx avait peut-être tort sur la question coloniale, qui est totalement liée avec la question de la race. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre, mais où du coup, je pense que ce discours de dire en fait que ça se résume à du postmodernisme, bah, c'est un peu réducteur, si vous voulez mon avis. Enfin, même très réducteur, et j'aimerais bien une réponse tout à l'heure si possible. Et voilà, par exemple, Sadr Khari a exprimé le fait que Marx pensait que le colonialisme allait être une bonne chose parce qu'il devait homogénéiser les rapports de lutte, les rapports d'oppression. Il a eu tort, l'histoire l'a prouvé. Et voilà, en fait, ce que revendique en fait la théorie de la dominance sociale, comme j'en parlais en commentaire, et aussi euh, la, la théorie de la domination justement raciale, c'est justement de dire qu'effectivement, il y a la lutte des classes, mais elle ne domine pas tout. Elle ne domine pas tout, il y a aussi la lutte des races sociales qui existe et qui est indépendante au final de la lutte des classes, même s'il y a un entrecoupage. Il y a forcément un entrecoupage justement au niveau de ces notions, que ce soit au niveau, on va parler de la France, que ce soit au niveau de la situation sociale des gens en France. Euh, on voit que les catégories les plus pauvres sont dans les quartiers populaires, dans les cités. Hein, voilà, les cités sont majoritairement non blanches, elles sont aussi majoritairement pauvres. Voilà, donc on a une intersection, on va dire, entre la lutte des classes et la lutte des races sociales, mais les deux sont des choses euh, euh, qui sont différenciables. Et je pense que c'est une chose que vous ne prenez pas en compte et enfin, je trouve ça dommage. Et comme je l'ai dit en commentaire, je vous invite à lire Malcolm X, Steve Biko, Angela Davis, Frantz Fanon. Et voilà. Merci beaucoup, Ledos. Alors, je cède la parole à Thomas Olivier. Thomas. Activé, ouais, voilà. C'était Alors, juste un bonsoir, problème de Thomas. son. Alors, moi, je suis contente de vous voir. Je suis français, je suis pas belge, donc je dis bonjour à mes camarades belges. Et bon, moi, j'appartiens à une organisation qui s'appelle l'IHT, l'Institut Homme Total, qui est très axé sur ces questions-là. Et pour nous, en fait, les postmodernismes ne sont pas progressistes, en fait. Ils sont réactionnaires. Eh bien, ils ont les mêmes méthodes que l'extrême droite, c'est-à-dire que l'extrême droite essentialise les individus, c'est-à-dire que par exemple un noir, il serait forcément mauvais, etc. et tout, et eux, ils font le contraire. Ils disent que par exemple les blancs seraient dominants, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes méthodes. Et ils essentialisent
les gens et oublie totalement de faire une analyse des rapports socioproductifs, une analyse matérialiste. De même que, par exemple, on avait un camarade tout à l'heure qui parlait des Noirs, etc. et tout, mais on ne peut pas se passer d'une analyse matérialiste. Par exemple, on ne peut pas comprendre par exemple, que les Noirs sont racisés, mais s'ils sont racisés, ce n'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est parce qu'ils sont pauvres et qu'ils viennent c'est la dernière couche d'immigrés, et du coup, ils tombent plus, c'est la couche la plus pauvre, et c'est eux qui tombent plus vite dans le lupenprolétariat. Donc, s'ils sont racisés, ce n'est pas parce qu'ils sont noirs, mais parce qu'ils sont pauvres. Et dans plein de questions comme ça, il faut faire une analyse matérialiste. Et la deuxième chose que l'on peut reprocher aux intersectionnalistes, c'est que oui, ils essentialisent, tu rigoles, mais oui, c'est ça en plus. C'est qu'au lieu d'affirmer un universalisme concret, c'est-à-dire l'abolition de la lutte des classes, ils font la même chose que l'extrême droite. Hein. Donc en fait, ils segmentisent la société et du coup, tout le monde se retrouve divisé et on ne peut pas mener de lutte objective. Merci. Oui, je voudrais juste dire, on n'a jamais vu un Saoudien subir le racisme parce qu'il est riche. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Amara. Amara, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mais vraiment, c'est un plaisir de pouvoir intervenir à vos côtés. Ah là là, ah là là. Mais que dire, que dire. Vraiment, que dire. J'ai l'impression d'avoir assisté à une transformation de la théorie sociale en grand complot. Enfin, j'ai l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi. Vraiment qu'on dit tout et n'importe quoi. Que finalement, le marxisme ne veut plus dire grand-chose. Qu'il y a des formes, comment dire, de facilité de détermination axiologique qui réduisent la question du postmodernisme et les questions de pensée au grand syntagme matérialiste. Mais finalement, quand on dit matérialiste, on ne dit pas grand-chose. Quand on parle de race, on parle de genre, sans forcément définir des positionnalités précises d'un point de vue épistémologique. Donc, ça devient un petit peu facile de pouvoir contester tout ce que vous venez d'amener. Franchement, si on devait entrer dans un débat d'idées profond sur chacune des séquences qui viennent d'être énoncées, très clairement, je pense qu'il y aurait de quoi faire. Vraiment, il y aurait de quoi faire. Les segmentations, la question du racisme comme détermination d'une séparation absolue, comme facteur d'exclusion. Enfin, vraiment, il y aurait énormément de choses à dire d'un point de vue de la philosophie politique, d'un point de vue de la théorie d'État, mais très franchement, si vous voulez, un jour, on peut organiser un grand débat. Un grand débat, une grande discussion. Je vous invite chez moi. Moi, je travaille au JOC. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir quand vous voulez. JOC, 4 rue d'Anderlecht, 1000 Bruxelles, et on en discute. Mais vraiment, je suis désolé, mais vous m'avez fait rire en tout cas. Vraiment, c'était hilarant. Vraiment hilarant. Cédric G. Robinson, vous en faites quoi? Stuart Hall, vous en faites quoi? Samir Amin, vous en faites quoi? Orlando Fall, vous en faites quoi? Wallerstein, vous en faites quoi? Vraiment, tout est jeté à la poubelle. Tout, mais vraiment tout est jeté à la poubelle. Les derniers écrits de Marx, on les jette aussi à la poubelle. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de... Waouh, Foucault, on ne lit pas, on lit Zamora. Enfin, vous pouvez continuer à vous complaire dans la lecture de Daniel Zamora qui... Mais... Il te reste une minute, Amara. Ah, à un moment donné. Ouais. Mais je vous invite aux 4 rues d'Anderlecht pour qu'on puisse en discuter un petit peu. Eh bien, et merci. pour qu'on puisse parler sur vos perspectives marxistes qui, malheureusement, ne fonctionneront jamais. Eh Parce bien, que merci. la canonisation formelle de la pensée marxiste,
qui ne permet pas d'avancer parce que, bon, vous êtes dans un matérialisme de l'immatériel, c'est-à-dire que votre inscription en termes de temporalité de lutte est complètement ineffective. Je ne vous ai jamais vu. Alors que, quand même, d'un Amara, point je de vue des m'excuse, mais inscriptions, ton temps va être terminé, donc on te remercie pour ton invitation. 4 rue d'Anderlecht. Je vous invite Merci beaucoup. à nous rejoindre. Alors, 4 rue d'Anderlecht. merci. Qui veut intervenir maintenant, après Amara? Un candidat ou une candidate? Pablo voudrait intervenir. Pablo, c'est à toi. Pablo, il faut que tu actives ton micro. Alors, voilà. Il me disait que je ne pouvais pas. C'est bien que ça soit hilarant parce que, en plus de faire la formation politique, il faut rire et profiter de la vie, sinon c'est trop triste. Mais je pense que la JOC a bien plus de moyens d'organiser un débat comme ça que Révolution. Et du coup, c'est bien que cette invitation soit prise au sérieux. Et la JOC, avec tous ses moyens, la CSC, le premier syndicat de Belgique, puisse organiser quelque chose genre. Il y a quand même 1 million, je suis très sérieux, hein. Je rigole pas beaucoup, c'est mon côté espagnol catholique. Mais voilà, enfin, c'est 1 million d'affiliés, c'est un des syndicats les plus grands en Europe. Du coup, on attend l'invitation. Par contre, je voulais dire une chose par rapport à l'EDOS. Une chose, c'est bien de se mettre à la caméra parce que, enfin, ça, je suis trop classique, mais c'est bien de voir les visages des gens. Mais il faut faire attention par rapport à, enfin, moi, je pense, ça, c'est mon avis très modeste et humble, mais tu disais, il faut lire à Malcolm X, et je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, Malcolm X a été assassiné. On ne sait pas trop bien par qui, mais on sait exactement que c'était l'État américain après son visite à Alger, après ses réunions avec les partis socialistes ouvriers américains, après avoir abandonné le nationalisme noir pour marcher vers une organisation voilà, de transformation sociale, si vous voulez, de révolution. Les sujets des deux débats, c'était postmodernisme et révolution. Et je pense que ça, c'est un sujet important. Parce que quand la question du racisme, c'est une question très, 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 très importante. On a vu en 2021, 2020, Black Lives Matter, etc. Je ne pense pas qu'il y a une question de réduction. Quelqu'un disait que Marx avait trompé, etc. Il faut regarder les corpus théoriques du marxisme, pas seulement de Marx. Le bonhomme, il était humain comme nous tous. Il a fait des erreurs. Qui ne fait pas des erreurs, c'est seulement qui essaie de ne pas faire des choses. Mais il y a aussi toute la tradition politique du marxisme qui comprend la tradition de la Troisième Internationale. L'anti-impérialisme, tout le mouvement politique qui a commencé à donner des droits, enfin qui a commencé pas à les donner, qui a commencé à parler des droits des Noirs, enfin, les premiers candidats aux élections américaines noirs étaient un membre du Parti communiste aux États-Unis, etc., etc. Enfin, les premiers congrès des peuples de l'Orient où il y avait des minorités qui s'est fait à Bakou en 1920. C'était un changement. Après, on a eu les congrès antipérialistes à Bruxelles. C'était un changement. Et suite à ça, pardon, je veux déterminer, suite à ça, on a eu le développement de toute une série de journaux, l'Étoile de l'Orient, enfin, toute une série de Senghor était dans ces congrès, etc. Et c'est grâce au mouvement ouvrier et grâce au mouvement communiste. Et c'est là, enfin, c'est au moment où Malcolm X a rompu avec le nationalisme noir de Farrakhan. Il a commencé à marcher vers ces théories, hein, en allant au Cuba, en allant à Alger, en parlant avec les FLN, etc., où
c'est pas un complot, hein, c'est plutôt l'histoire. Hein, c'est clair qu'on lui a mis une balle dans la tête et on l'a tué parce qu'il était trop dangereux. De la même manière que Martin Luther King a reçu une autre balle dans la tête au moment où il commençait à parler de l'unité des travailleurs. Hein. Il était là pour faire la solidarité des éboueurs noirs qui étaient en grève. Les syndicats à l'époque américains, il y avait une forte division entre les syndicats qui permettaient aux travailleurs noirs de s'affilier au syndicat de la Confédération des AFL-CIO et ceux qui ne le permettaient pas. Et il reste une minute, Pablo. Oui, j'ai terminé ça. Il parlait de l'unité des travailleurs. Du coup, je pense que si on parle de la révolution, on veut une transformation de la société et on veut une théorie. On a besoin d'une théorie révolutionnaire qui permet que tous les opprimés puissent avoir des points en commun, puissent avoir des organisations qui sont capables de la tâche, qui est transformer la société, qui arrêter l'exploitation de l'humain pour l'humain. Et les problèmes avec le postmodernisme, c'est qu'ils cherchent des petites niches où finalement on termine par lutter entre nous. Moi, c'est 8 mars, je termine avec ça. J'étais en train de regarder les Twitter et j'ai voyé des anarchistes qui défendent les droits des transgenres se bagarrer physiquement avec des bâtons dans les rues de Paris contre des féministes radicales. Et sincèrement, j'ai pensé, c'est tellement triste qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble et à regarder que les vrais ennemis, c'est les capitales, c'est la bourgeoisie, c'est Jeff Bezos et tous ses amis. Et tant qu'on n'arrive pas à avoir une théorie qui nous met tous les opprimés de toutes... Enfin, maintenant, il ne faut pas non plus alors chercher un classement, de nous mettre dans les mêmes longueurs d'onde, on n'aura pas une capacité de vaincre, entre guillemets, l'ennemi, les capitales, la bourgeoisie, l'empire, etc. Et c'est ce que les marxismes essayent. Et j'ai dernière phrase, et c'est ce que les marxismes essayent, et ce que les postmodernismes n'arrivent pas à faire, parce qu'il n'est pas ancré sur ça. Le matérialisme ne dit rien, le matérialisme dit beaucoup. C'est les conditions de vie des gens qui conditionnent sa pensée. Et c'est ça les points de départ. Et voilà. Et merci pour la patience. Merci Pablo. Qui veut intervenir? Bonsoir. Ben, en fait, pour moi, on est au milieu de l'après-midi. Moi, j'avais une critique principale vis-à-vis la conférence. C'est que durant tout le long, en fait, je pense que autant les gens qui avaient une tendance plus postmoderne que ceux avec une tendance plus marxiste, je pense au final que tout ce qu'on veut, c'est d'avoir une lutte qui est unie. Mais quand on commence la conférence en partant avec l'idée de marxisme contre postmodernisme, je pense qu'on joue contre notre capacité de s'unir dans les luttes. Si déjà on part avec une attitude confrontationnelle, je pense qu'on manque une bonne partie de ce que le postmodernisme peut nous apporter. Parce que je pense que à l'époque où est-ce qu'on est, il faut sortir un peu de l'orthodoxie marxiste parce que l'URSS, là, elle est tombée. Il faut qu'on passe à un point suivant. Puis je pense que ce que le postmodernisme nous apporte, c'est une analyse très poussée, très bien étayée de notre superstructure. Puis ensuite, en tant que marxiste, je pense que plutôt que de s'attaquer à cette analyse de la superstructure-là, on devrait bien plus regarder comment la base a changé depuis les écrits de Marx. Qu'est-ce qui a changé dans notre base industrielle? Comment ça a changé et comment ça affecte ensuite la superstructure? Et en se basant dans les analyses postmodernes qui, elles, ont été examinées la superstructure, examinent l'idéologie, examinent l'idée et sont situées en dehors de ces idées matérialistes. Et moi, je pense, en tout cas, en tant que personne qui apprécie Marx et qui apprécie l'idée de la dialectique, c'est essentiel de se baser à la fois dans le matériel et dans l'idéal. On ne peut pas aller seulement dans une des deux catégories à la fois si on veut avoir une vue complète de ce qu'est le monde. Parce que le monde a une composante matérielle, mais il y a aussi une composante idéale et les deux doivent être analysés ensemble. Et ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir là une façon de concilier les deux, de voir comment ces luttes postmodernes-là apparaissent
qu'est-ce qui a changé dans la base pour qu'elle puisse apparaître. En tout cas, de mon point de vue, il y aurait beaucoup plus une analyse puis une synthèse à faire que de rester dans des débats d'arrière-garde où est-ce qu'on ressort un marxisme orthodoxe contre un postmodernisme qui commence déjà lui-même à être dépassé. Donc, moi, je pense que plutôt que de diviser la lutte, on devrait essayer de faire une synthèse. Mais bon, voilà. Merci Henrix pour ton intervention. Alors, est-ce qu'on sait revenir à Pascal ou pas? Est-ce que c'est possible? Non, désolé, on ne t'entend toujours pas. Alors, Emmanuel, oui, non, navré, on n'entend pas. Je passe à Guillaume alors. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour Guillaume, oui. Très Bonsoir. bien. Voilà, en fait, j'ai une réflexion par rapport comment dire, au fondement du problème que pose le postmodernisme. Il me semble que c'est dans le concept d'individuation qui n'a pas été mentionné, je crois, hein, sauf erreur, qui montre que finalement l'individuation, c'est le fait de dire à chaque individu que son ennemi, c'est la masse, c'est l'ensemble des autres individus, c'est les masses. Et que donc chacun est opprimé en tant qu'individu par les masses. Et donc ça, c'est vraiment le contraire de tout ce qu'on peut imaginer en termes de regroupement du grand nombre face aux minorités qui nous oppriment. C'est vraiment l'inverse, c'est un renversement. Et il me semble que s'il faut qu'on comprenne quelque chose entre le marxisme et le postmodernisme, c'est de remettre non seulement du matérialisme, mais aussi de la dialectique. Donc juste une idée par rapport à la dialectique, il me semble que le vrai communisme, c'est celui qui arrive à articuler justement les luttes segmentaires. Je pense que si on parle de syndicalisme, on sera tous d'accord pour dire que toute lutte, comment dire, partielle, une lutte pour une augmentation de salaire, une lutte pour avoir tel ou tel droit ou pour réintégrer tel ou tel salarié dans l'entreprise, sont des luttes partielles qui permettent aux militants ou à ceux qui luttent de commencer à cheminer dans une réflexion et dans une conscientisation qui amène à une lutte de classe plus générale. Donc, on commence toujours par lutter pour des raisons individuelles, mais qui sont liées à son contexte. Donc, on peut commencer à être dans une lutte antiraciste et finir communiste ou finir pour la révolution. On peut être, comment dire, une femme opprimée ou une femme qui a été violée ou une femme qui lutte contre une certaine oppression patriarcale à travers des motifs bien précis et qui finit par être conscientisée ou par avoir la garantie que tout ce qu'elle revendique de façon partielle, c'est la révolution socialiste qui lui garantira ça à la fin. Et que c'est pour ça qu'on se conscientise dans un mouvement, quoi. Donc, dire aux uns, c'est-à-dire ceux qui sont dans des luttes trop segmentaires, vous avez tort parce que vous n'avez pas pour objectif la révolution, je pense que c'est un non-sens, purement trotskiste, pour moi, hein, je le dis parce que je ne suis pas trotskiste, hein, je suis communiste. Mais par ailleurs, les postmodernes, eux, font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne se réclament que de luttes segmentaires pour justement couper de l'objectif général qui est celui de la révolution. Voilà, merci. Merci Guillaume pour ton intervention. Alors, qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un pour l'instant? Marek, est-ce que tu veux intervenir? Marek. Ah, par écrit. Alors. Ok. Eh bien, envoie ta question ou ton témoignage et je le lirai. YouTube, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir pour l'instant? Ou est-ce que on termine ici et on recède la parole à Eric? Il y a une question de Claire aussi. Ah, de Claire. Est-ce que... Attends. Je vais la lire. Oui, si tu peux la lire, merci. Donc, Claire nous dit, donc sa question c'est:
Que faire de la proposition postmoderne de réfléchir à la question de l'urbanisation, de l'individualisation, du désenchantement, de la division du travail, qui sont autant de propositions théoriques émises par les sociologues de la modernité. Le postmodernisme, au-delà de la ségrégation des luttes, propose aussi de réfléchir la mélancolie sociale contemporaine. Penser la difficulté de l'individu penser la difficulté de l'individu à trouver du sens dans ce monde est aussi un objet permettant de mettre en place des processus échappatoires pour ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens de lutter selon des programmes matérialistes. Bref, marxisme et postmodernisme sont-ils nécessairement paradoxaux dans leur philosophie et ne peuvent-ils pas être complémentaires et puiser l'un dans l'autre? Merci Mathis. Donc voilà pour Eric. Alors, Manuela a demandé la parole. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, je voulais juste faire une petite remarque parce que c'est une réflexion qui m'est venue très récemment. Je travaille dans le milieu du théâtre et je vais entamer, en tout cas j'espère, des études en philosophie. Et il y a quelque chose qui m'a un peu frappée dans la pensée postmoderne et que j'ai l'impression de retrouver dans le théâtre d'aujourd'hui. Enfin, déjà, d'une part, j'ai la sensation en fait que puisque Butler justement parle beaucoup de représentation, de performer, que finalement la question de la représentation a beaucoup pris d'espace dans les débats politiques aujourd'hui, parfois au point d'oublier l'aspect politique, l'aspect social ou même tout simplement le droit. Et il y a quelque chose qui m'a frappée dans l'écriture de Butler, c'est le côté, tout le vocabulaire qui touche au sentiment diffus, au fait qu'on ne peut pas, justement, comme elle dit, catégoriser toute une sorte de lexique. En fait, là, je parle d'un point de vue analyse lexicométrique. En fait, tout le fait qu'on ne peut pas tracer de lignes très claires, et ce vocabulaire est extrêmement présent. Et j'ai la sensation que c'est ça aussi qui joue. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a eu beaucoup de critiques des Lumières depuis des années, avant même les postmodernismes. La critique des Lumières, c'est quelque chose qui existe depuis un bon moment. Mais des auteurs comme Stéphanie Rosa proposent de revenir aux Lumières comme socle de la pensée philosophique, et même si les Lumières n'ont pas tout théorisé, même si on peut les critiquer, il n'empêche qu'il y a des lignes claires, des choses concrètes qu'on peut saisir par la pensée, chose qui me semble un peu difficile quand on a enfin de mon point de vue en tout cas, des autrices comme Judith Butler justement, du fait de cette chose très caractérisée qui est le vocabulaire diffus, de l'imprécision, de l'impossibilité. En fait, la pensée semble ne pas avoir de catégories auxquelles se raccrocher. Et pour moi qui travaille dans le théâtre, je fais beaucoup ce lien avec l'idée de la représentation et du fait que quand on travaille avec les artistes, il y a l'idée qu'on ne peut pas définir ce qu'on vit. Il y a quelque chose, on ne doit pas, le mot n'est jamais suffisant. En fait, la pensée ne semble pas être suffisante. Donc voilà, c'est juste pour faire cette remarque, tirer un peu de mon expérience. Voilà. Merci beaucoup, Manuela. Alors, Marek a écrit donc pour Eric, donc, ça déborde un peu et c'est très large. Dans ce cadre, que dire sur la théorie de l'intersectionnalité dans cette critique du postmodernisme? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre qui voudrait avoir la parole? Je suis en train de regarder en même temps. Alors, il y a Walid qui demande, j'aimerais savoir où est-ce que vous situez les théories dites décoloniales. Alors, voilà, jusqu'à présent. Alors, est-ce que quelqu'un veut encore la parole? Mathis. Oui, donc je vais un peu revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et en même temps peut-être déjà répondre à quelques remarques qui ont été faites, notamment sur la question du matérialisme. Donc, si on est matérialiste, c'est aussi parce qu'on pense que le matérialisme permet de comprendre aussi comment on mobilise les masses. Et les masses qui ont des contradictions entre elles. Hein. Je veux dire, évidemment que des contradictions qui peuvent être de toutes sortes, dont notamment, c'est évident qu'il y a des contradictions au sein du prolétariat, au sein de la classe ouvrière. Mais c'est justement le rôle des marxistes
de pouvoir, en fait, c'est aussi un moment, et des marxistes, mais aussi des personnes qui veulent lutter contre le capitalisme, hein, donc plus large que les marxistes, c'est un moment d'unir cette classe ouvrière. La classe ouvrière, elle n'est pas unie métaphysiquement, elle n'est pas unie par principe. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en prenant l'exemple du travailleur d'usine au Bangladesh et du prof de français en secondaire en Belgique. Ils vivent dans des conditions qui sont très différentes. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on unit, parce que pour renverser le capitalisme, il faut une classe ouvrière qui soit unie. Et donc c'est aussi ça l'importance du matérialisme, et donc de poser la question. Le matérialisme pose la question quels sont finalement, pose la question des intérêts matériels, des intérêts objectifs. Et donc ça peut-être pas clair, mais on ne dit pas du tout la question du racisme, la question des oppressions, la question des personnes LGBT, la question des femmes. Mais on les comprend en posant la question des intérêts. Et donc, et ce qui se passe, c'est que les théories, on va dire, antiracistes actuelles, ou les théories, les théories des privilèges, non pas qu'antiracistes, mais qu'on retrouve aussi dans les milieux féministes et dans les milieux de lutte contre les LGBT-phobies, sont des théories qui vont justement théoriser un intérêt qui s'appelle privilège. Ils n'utilisent pas le terme intérêt, mais fondamentalement, ça recoupe la même idée. L'idée que finalement, par exemple, les Blancs ont un intérêt au racisme. Alors, c'est vrai que les Noirs, enfin, je veux dire, les Blancs ne subissent pas de racisme, et les personnes non blanches en subissent. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment qu'on reconnaît l'existence du racisme, et donc on pourrait, c'est pas un terme qu'on utilise, mais on pourrait dire donc l'existence de race sociale, même si ça reste encore à questionner, parce que un capitaliste noir aura des intérêts antagonistes avec les travailleurs noirs, par exemple. Tandis que c'est pas spécialement le cas dans la classe ouvrière. Les travailleurs blancs n'ont pas des intérêts, enfin, en tout cas c'est ce qu'on pense nous, les travailleurs blancs n'ont pas d'intérêt antagoniste avec les travailleurs noirs, et c'est ce que j'ai expliqué avec la question du salaire et la question de la concurrence. C'est qu'en fait les salaires par exemple plus bas des noirs, donc l'étude montrait que les salaires plus bas des noirs, des travailleurs noirs, eh bien, abaissaient les salaires des travailleurs blancs, parce qu'en fait on peut faire tout simplement du dumping salarial, on peut détricoter le marché du travail. Enfin, les capitalistes, non, c'est pas moi, je suis pas capitaliste, mais les capitalistes peuvent détricoter le marché du travail avec ça, et c'est aussi vrai pour l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs c'est pour ça, enfin, c'est l'exemple de la grève du 8 mars, c'est pour cette raison-là que nous, par exemple, on appelle à une grève des hommes et des femmes, parce qu'en fait, on pense que les hommes de la classe ouvrière, enfin, au sens large, des travailleurs, parce qu'on pense que justement des opprimés, parce que justement on pense qu'ils ont un intérêt. Reste une minute, voilà, Mathilde. Qu'ils ont un intérêt finalement à la lutte contre l'oppression, l'oppression des femmes, en tout cas dans ce domaine-là, quoi. Voilà. Merci. Alors, je vais lire une question de Mandiki et puis je recède la parole à Eric pour conclure. Donc, juste une question. Je n'ai pas compris quelle était votre position sur la question des oppressions vis-à-vis des transgenres. Voilà. Et maintenant, je vais repasser la parole à Eric pour conclure. Eric. Ou est-ce que quelqu'un a une dernière question? Voilà, non, j'ai mon micro. Ah, voilà, tu es là. Parfait. À toi, Eric. Oui, c'est un débat qui n'est pas encore fini, de toute évidence, qui ne fait que... Non, on ne va pas dire qu'il fait que commencer, ce n'est pas nous qui avons commencé ce débat. Ce serait totalement prétentieux et arrogant de prétendre cela. Mais je crois que la formulation du thème d'aujourd'hui permet en fait d'aller vers le centre des débats, vers la base philosophique des divergences, pas tellement ou pas seulement dans l'analyse des oppressions ou de l'exploitation, mais surtout, naturellement l'un découle de l'autre, des stratégies et des méthodes de lutte et des formes d'organisation pour lutter contre les oppressions. Ce n'est pas un hasard si toute une série d'organisations naissent autour d'une multitude et une multiplicité d'oppressions.
il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de participer au Conseil mondial de la jeunesse ouvrière chrétienne, dont Amara, je crois, fait partie, ou est un éminent membre. Et ce que me demandaient les militants latino-américains de couleur noire, homosexuels, ouvriers exploités, me disaient, en fait, comment vous expliquez que dans le mouvement contre les oppressions, on assiste à une véritable fragmentation des organisations et des mobilisations. On a des organisations séparées pour toute oppression, pour tout recoupage d'oppression, et toutes nos luttes se font de façon séparée. Et beaucoup d'opprimés, en tout cas les organisations qui prétendent représenter et organiser ces opprimés, font toutes des luttes séparées l'une de l'autre. Elles ne comprennent pas, me disait la camarade de la JOC du Brésil en particulier, ne comprennent pas la nécessité d'un combat en commun, sans naturellement et de toute évidence nier les revendications totalement justifiées contre les oppressions, mais un combat commun contre le capitalisme par une méthode de lutte des classes. Ça veut dire que la méthode de la lutte des classes, ça donne la possibilité d'unifier toutes les luttes autour d'une classe sociale, le salariat, ici en l'occurrence, qui possède le pouvoir économique de paralyser le pays, d'arrêter la production, de faire mal au capitalisme et qui, par sa nature même, objectivement, rassemble plus que divise les différentes formes d'oppression et d'opprimés. Et donc, cette discussion-là, elle est pertinente. Camarade là du Canada, je crois, Annette Benwell, disait oui, est-ce que c'est bien utile de mener ce débat-là? Je crois qu'il est utile de mener ce débat-là. Autre chose, c'est que ce débat aboutisse à des affrontements, comme on a vu à Paris le 8 mars de l'année passée. Loin de nous l'idée de mener un débat à coups de bâton ou d'excommunication, d'excommunion. Voilà. Mais je crois que notre façon de débattre, c'est en effet d'élever, ou en tout cas de tenter d'élever le débat politique, de l'élever au niveau, en effet, de la philosophie. Et quand on aborde ce débat au niveau de la philosophie, on se rendra compte de toute une série d'impasses, de cul-de-sac dans la manière de comprendre les oppressions et surtout de les combattre. Très concrètement, et je reviens là-dessus, sur la lutte queer, si la lutte, s'il faut accepter, il ne faut pas aller au-delà des conseils de Judith Butler dans la lutte contre les oppressions, on va se limiter simplement à modifier notre langage, à parodier les genres, à ricaner, à satiriser les genres ou les constructions sociales. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on aura fait. Et on reste, parce qu'on est fataliste, parce qu'on reste enfermé, dans notre oppression. Pas tout le monde, parce que je crois que ces mouvements-là produisent aussi une élite qui se nourrit de tous les mouvements, des ONG, des associations de lutte contre les oppressions, surtout issus des classes moyennes et de la petite bourgeoisie, et qui dirigent en fait le combat contre les oppressions, ces associations, vers une politique de représentation. Du moment qu'il y ait suffisamment de noirs, de lesbiennes, d'homosexuels, de trans représentés dans le système, on pourra faire avancer, notre cause. Mais je crois que c'est tout à fait erroné de penser de cette façon-là. C'est une idée aussi que j'ai retrouvée chez Foucault, qui ne veut pas, en fait, véritablement organiser la subversion du système, mais conseille aussi à s'insérer, dans le système, mais avec naturellement des micro-luttes, des comportements différents, des langages différents, etc., etc. Honnêtement, ceux qui nous oppriment, ceux qui nous exploitent, doivent bien rigoler de ce genre de conseils pour mener la lutte.
veut dire contre les oppressions. Loin de là, loin de moi, l'idée de penser que Foucault et d'autres soient des agents conscients de la CIA, etc. Mais on sait que la CIA a déqualifié il y a quelque temps un rapport sur le postmodernisme et c'est satisfait de comment les postmodernes ont réussi à chasser, entre guillemets, le marxisme des sciences sociales en France. Quand le marxisme, d'une façon ou d'une autre, retrouve ou retrouvera son chemin de retour. Pour parler plus concrètement aussi, quel est l'impact d'une conception erronée de la lutte contre les oppressions? Bon, on l'a vu ici en Belgique lors de la préparation de la manifestation pour le Black Lives Matter, où une partie des associations noires africaines refusait la présence ou la jonction de la manifestation de Black Lives Matter avec les jeunes des quartiers populaires de Bruxelles, entre autres autour des collectifs, autour de Mehdi, autour d'Adil, en disant, mais en fait, notre racisme, il est particulier. Il s'agit de lutter contre le racisme, contre les Noirs, pas le racisme contre les Maghrébins. D'ailleurs, on a plein de problèmes avec les Maghrébins aussi dans les quartiers, qui nous traitent mal, qui nous discriminent, qui nous crachent dessus, etc., etc., etc. Et ça aboutit malheureusement à la division du mouvement. Cette manifestation de Black Lives Matter à la place Poulart aurait pu être beaucoup plus grande qu'elle l'était. Les jeunes des quartiers populaires de Bruxelles, en grande partie, ne sont pas venus à cette manifestation parce qu'elle était perçue erronément comme seulement une manifestation pour les Noirs et contre le racisme anti-noir. Une amie qui était présente lors de ces réunions de préparation était véritablement catastrophée. Elle m'envoie un SMS, Eric, les politiques identitaires ici font le travail de la CIA. Pour vous montrer le désespoir de certains militants face à cette conception de la lutte antiraciste. Donc, ce débat doit être mené au sein de la gauche. On ne peut pas y échapper. Pour conclure, je voudrais dire que, peut-être répondre rapidement à Mandiki, notre position sur les transgenres, c'est que nous sommes contre toute forme de discrimination des transgenres. Tout le monde qui veut adopter un genre doit pouvoir le faire librement, sans difficulté, sans obstruction administrative, sans passer par psychologue et psychiatre. Pour moi, c'est une condition absolue. Ça veut dire aussi la possibilité de se transformer dans des conditions médicales, saines, sécurisées. On sait que la transformation est un processus encore dangereux, surtout pour les hommes qui se transforment en femmes. Un ami d'ailleurs récemment, syndicaliste, Verle, est mort suite à une crise cardiaque son processus de transformation. Nous croyons que, en effet, la recherche pharmaceutique, la recherche biomédicale doit garantir des transformations en toute sécurité de toute personne qui veut se transformer. C'est un libre choix. Voilà. Et nous nous opposons à toute forme donc, de discrimination. Comme le rappelle Larry ici sur la discussion, en effet, dans le jeune État soviétique, il était possible administrativement de se changer de sexe sans la moindre obstruction administrative, sans la moindre nécessité psychiatrique ou psychologique. Sur notre site, vous trouverez des articles intéressants à ce sujet-là, qui sont peu ou pas du tout connus par la plupart des militants LGBT. L'Union soviétique, dans sa meilleure période, dans sa période la plus héroïque, la plus révolutionnaire, était probablement l'État le plus avancé sur ces questions-là, malheureusement, sur une base économique et matérielle très, très, très faible, qui ne rendait pas possible les promesses, de réaliser toutes les promesses
qui était contenu dans la nouvelle législation et dans la nouvelle morale, créée par la révolution d'octobre, la nouvelle morale sexuelle. Pour conclure, je voudrais dire que la lutte, on critique, certains critiquaient ouvertement ou en filigrane le communisme, ils ne comprennent pas la lutte contre le colonialisme, Marx n'a pas compris, etc., etc. Je crois que Marx et Engels ont très bien compris la lutte des colonies et ont très bien compris l'énorme potentiel révolutionnaire et la nécessité de soutenir les luttes coloniales. Et la première lutte qu'ils ont soutenue, c'est celle du peuple irlandais contre l'oppression de l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Et Engels disait clairement qu'il n'y avait pas de libération, d'émancipation possible de la classe ouvrière britannique si elle ne réussissait pas à s'émanciper de son racisme anti-irlandais. Je crois que c'est assez clair comme position marxiste, un lien très clair entre lutte des classes et lutte anti-coloniale et anti-raciste. Il y a un personnage que je vous conseille de découvrir qui s'appelle Lamine Senghor, qui est un postier, d'abord soldat de l'armée française d'origine sénégalaise, postier en France, qui était un représentant aussi des associations anticoloniales liées au Parti communiste français. À la première réunion à Bruxelles, la Ligue anti-impérialiste, il explique très clairement, en tant que communiste, en tant que marxiste, le lien entre la lutte contre le racisme, la lutte contre le colonialisme, la lutte contre l'impérialisme et la lutte anticapitaliste. Pour lui, c'est une et même lutte. Si nous disons ça aujourd'hui, certains nous diront « Ouh, mais comment vous osez prétendre ça ?» Comment vous osez prétendre ça? Bien, nous, on se base et on se dresse sur les épaules des Lamine Senghor, des Malcolm X aussi. On a lu Amara, on a lu Malcolm X, on a lu Frantz Fanon, on a lu tous ces personnages-là. Et ces formidables militants des luttes anticoloniales et des luttes antiracistes. On a lu, et on se dresse sur leurs épaules. On comprend aussi que vers la fin de leur vie, Malcolm X, un Martin Luther King, un Fred Hampton ont compris la nécessité d'unifier les luttes de tous les opprimés, de tous les blancs, de tous les noirs, de tous les latinos, dans une lutte de tous les pauvres contre le capitalisme qui est à la source, ou qui est la source des oppressions, de toutes les oppressions. Est-ce que ça veut dire qu'il faut nier ces oppressions, qu'il n'y a pas de mobilisation séparée possible, de dynamique ou de revendication séparée possible? Non. C'est-à-dire, ça inclut ça, évidemment. Mais je crois, notre rôle en tant que révolutionnaire, en tant que marxiste, c'est d'irriguer ces mouvements, les nourrir d'une perspective révolutionnaire globale de lutte contre le capitalisme à l'échelle mondiale. C'est pour ça que nous créons et que nous construisons une organisation internationale dans laquelle on retrouve, et c'est d'ailleurs, je veux dire, si ici, à cette occasion-là, je suis le visage dans cette conférence de la tendance marxiste internationale, mais en fait, c'est les positions que je défends, ce sont les positions que défendent nos camarades noirs au Brésil, ce sont les positions que défendent nos camarades latinos aux États-Unis, c'est les positions que défendent nos camarades en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, au Pakistan, en Russie, en Indonésie. C'est la position d'une internationale qui est multicolore, qui est multiraciale, où on a des camarades avec des préférences sexuelles diversifiées. Voilà. Et donc, c'est pas la position d'Éric de Meester que je mets ici en avant. Et donc, je crois que c'est très important. Il est possible de surmonter toutes ces divisions, de surmonter tous ces sectarismes et de donner une perspective globale de lutte commune contre les oppressions, à condition de comprendre que l'idéalisme philosophique, qui est le noyau quand même du postmodernisme, nous mène dans l'impasse. Je propose de continuer à discuter de cela, malheureusement pas ici via cette visioconférence, mais vous êtes nombreux à avoir laissé votre adresse mail, votre numéro de téléphone, donc on pourra continuer la discussion dans les prochains jours. Et ceux ou celles qui sont convaincus que tiens, ce sont des gens qui disent des choses intéressantes et qui font aussi des choses intéressantes, eh bien, prennent contact avec nous.
on a besoin de militants, on a besoin d'être plus forts, parce que nos idées sont plus fortes si elles sont portées par plus de monde. Voilà. Merci Eric. Eh bien, voilà, c'est la fin de notre séance. Je remercie tout le monde pour la participation. Merci d'avoir été si nombreux et merci pour vos interventions.